Pour s'attaquer aux inégalités, il vaut mieux correctement les mesurer. Et pour ce faire, il faut distinguer deux champs. Le premier, celui des inégalités monétaires, forte de deux grilles de lecture, l'une en termes de flux, c'est-à-dire de revenus, l'autre en termes de stock, c'est-à-dire de patrimoine. Second champ, celui des inégalités sociales, avec trois items principaux, le logement, l'éducation et la santé. 5 champs d'investigation résumés en 5 marqueurs incontournables des inégalités. En termes d'inégalité de revenus, le ratio Palma est le plus pertinent, à défaut d'être le plus connu. Il rapporte la masse des revenus qui revient aux 10% les plus aisés à celles qui reçoivent les 40% les moins bien lotis. Il permet donc de mettre le projecteur entre le haut de la distribution et les bas revenus au sens large. Le ratio Palma place la France dans une position intermédiaire, beaucoup plus égalitaire que les pays anglo-saxons, proche des pays d'Europe du Sud, mais plus inégalitaire que les pays du Nord. En dynamique, la tendance de fond est un accroissement par à-coup des inégalités depuis plus de 20 ans. En 2018, le Palma affichait 1,14. Dit autrement, le dixième le plus aisé reçoit à lui seul 1,14 fois ou 114% ce que reçoivent les 40% les moins favorisés. Conséquence de la crise liée à la pandémie, ce sont les plus précaires, CDD courts, intérims, qui ont vu le revenu se réduire le plus, ce qui aura certainement eu pour effet de propulser le Palma en 2020 au-delà de son dernier pic. Les inégalités en termes de patrimoine peuvent s'appréhender à travers sa concentration en haut de l'échelle. Ainsi, 1% les mieux dotés détiennent 16% de la masse totale du patrimoine brut. Les 5%, le tiers. En élargissant aux 10% les plus fortunés, c'est près de la moitié. Sur long terme, la tendance de fond à la réduction des inégalités s'est stoppée au milieu des années 80 et la part détenue par les hauts patrimoines a eu tendance à remonter jusqu'au début des années 2000 et s'est stabilisée depuis. En matière de mal-logement, au-delà même des difficultés d'accès à l'habitat ou des conditions de confort, les inégalités renvoient au surpeuplement. Un problème de taille en pleine période de confinement ou de couvre-feu. Au quotidien, les conséquences sont très lourdes. Promiscuité, bruit, difficulté à faire ses devoirs, impossibilité de bien dormir ou de se reposer, ce sont tous les aspects de la vie quotidienne qui sont impactés. Or, il y a en la matière une dichotomie très nette en fonction des revenus. Et les écarts se creusent entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches vivant dans un logement surpeuplé. Le surpeuplement des seconds renvoyant à la rareté des surfaces et à leur coût exorbitant en centre-ville. En 2013, les plus pauvres avaient 15 fois plus de risques d'habiter un logement surpeuplé que les plus aisés, rapport qui était d'à peine 7 en 1992. On ne peut que déplorer l'ancienneté des données. Mais il faut savoir que depuis, le niveau de vie des ménages faisant partie du premier décile a progressé de 1,3% contre 7,4% pour ceux du 9e, quand les prix des logements ont progressé de 4% et les loyers de près de 3%. Le tout dans un contexte de réduction des aides au logement. L'écart aux extrêmes se sera donc creusé un peu plus. Quant aux inégalités en matière d'éducation, c'est l'accès aux formations d'élite, selon son milieu social, le bon révélateur. Les étudiants des grandes écoles ne sont que 9% à être issus des catégories socio-professionnelles défavorisées, enfants d'ouvriers ou de parents sans activité professionnelle pour l'essentiel, alors qu'ils représentent 36% de leur classe d'âge. À l'autre bout du spectre social, ceux dont les parents sont cadres, chefs d'entreprise, professions intellectuelles ou libérales représentent 64% des effectifs et 23% de leur classe d'âge. Les dispositifs d'ouverture, mis en place depuis le milieu des années 2000, n'ont visiblement pas atteint leurs objectifs. Enfin, toutes les catégories de population ne sont pas égales face à la santé, ce qui a mécaniquement des répercussions sur l'espérance de vie, qui est une fonction croissante du niveau de vie. Ainsi, parmi les 5% les plus aisés, l'espérance de vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans contre 71,7 parmi les 5% les plus pauvres, soit quasiment 13 ans d'écart. Chez les femmes, cet écart est plus faible, 8 ans séparent les plus aisés des plus pauvres. Une incroyable inégalité liée aussi bien à l'accès aux soins de qualité qu'au mode de vie. Le modèle social français est loin d'être le plus inégalitaire des pays riches. Mais force est de constater que passé au crible de 5 indicateurs clés, qu'il ne répond pas à la promesse d'égalité au risque de susciter de très nombreuses frustrations.